Vous avez raison, il y a une origine immédiate aux événements dramatiques que nous connaissons, mais on ne peut pas retracer le fil des événements si on n'a pas présent à l'esprit, évidemment, ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas parce que l'assassinat déplorable de 3 jeunes Israéliens a été l'étincelle qu'il faut oublier que l'étincelle a mis le feu à un baril de poudre. Et ce baril de poudre, c'est malheureusement la situation qui prévaut en Palestine et notamment à Gaza. Or, quelle est la situation? On la connaît. Elle est caractérisée depuis 2006 par un blocus infligé à ce territoire dans lequel le Hamas, le mouvement de la résistance palestinienne, exerce des responsabilités, notamment depuis sa victoire électorale en 2006, et qui est dans un état d'une situation de belligérance avec l'État d'Israël. Or, ce qu'on constate, c'est que l'assassinat des 3 jeunes Israéliens, suivi d'ailleurs de l'assassinat épouvantable également d'un jeune Palestinien, a été le prétexte pour l'État d'Israël lui permettant d'engager une opération militaire dans la bande de Gaza. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, les premiers tirs de roquettes du Hamas, depuis la trêve de novembre 2012, ont eu lieu après une opération aérienne de l'armée israélienne qui a tué, selon les estimations, les comptes rendus, il y a divergence entre 5 et 6 Palestiniens. C'est cette opération-là qui a déclenché les tirs de roquettes palestiniens. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que ces tirs de roquettes sont, de manière évidente, le seul moyen pour la résistance palestinienne d'exercer une pression sur Israël, dont il faut rappeler qu'il est la puissance occupante. Il y a dans cette affaire des données fondamentales qu'il ne faut pas occulter, et qu'au contraire, il faut rappeler, n'en déplaise effectivement aux médias dominants qui s'empressent d'occulter ces données. Les données fondamentales du problème, on les connaît. Il y a un occupant, c'est Israël. Il y a une résistance à cet occupant, c'est le Hamas aujourd'hui. Quoi que l'on pense des orientations idéologiques du Hamas, il est évident que cette organisation aujourd'hui incarne la résistance palestinienne. Ça, je crois que c'est le point de départ de tout raisonnement, de tout commentaire sur cette affaire. Moi, je ne vois pas de changement majeur. Ce que je constate, c'est que les termes dans lesquels la réalité de ce conflit est traduite par les médias dominants sont toujours les mêmes. On considère la légitimité de la riposte israélienne de la même manière qu'on considère l'illégitimité de la résistance palestinienne. Les termes parlent d'eux-mêmes. Quand on vous parle d'activistes ou de terroristes parfois pour désigner les résistants palestiniens, c'est bien qu'on prend parti. Donc il y a une prise de parti implicite ou explicite de la plupart des médias, notamment des médias dominants. Les mots sont importants, le langage n'est jamais neutre. C'est l'instrument par lequel nous désignons la réalité. Donc quand les médias parlent d'activistes palestiniens et quand ils parlent de défense par Israël de sa population, on voit bien quelle interprétation du conflit est fournie. Or cette interprétation est en réalité un déni flagrant de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a depuis 1967 une occupation, une colonisation parfaitement illégale et illégitime de la terre palestinienne par un État qui est un État colonial. Si on ne prend pas en compte cette donnée, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. On ne peut pas comprendre non plus le désir de résistance parfaitement légitime des Palestiniens. Vous avez raison de souligner l'osmose entre les milieux politiques et médiatiques. En fait, la France est quand même, pour ne parler que d'elle, est placée sous l'hégémonie d'une espèce establishment, disent les anglo-saxons, politico-médiatique, qui diffuse une pensée unique sur ces sujets, comme sur d'autres d'ailleurs. Et s'agissant des conflits du Proche-Orient, on la connaît cette pensée unique. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient qui se défend contre les hordes de barbares qui ont juré de l'anéantir. Ce qui est totalement absurde, puisque la réalité est tout autre. Vous avez un État colonial qui viole le droit international et les droits de l'homme, dans une impunité totale, garantie d'ailleurs par cette même couverture médiatique partiale dont nous parlions, depuis des décennies. Donc la réalité, c'est ça. Ce qui est plus grave, ce n'est pas seulement la partialité des médias, c'est la partialité des autorités françaises elles-mêmes. Qu'est-ce qu'Israël? C'est l'appendice colonial de l'Occident qui a été édifié il y a quelques décennies au forceps, au nom de la Bible et de la Shoah.
C'est ça la réalité, c'est un artefact colonial, Israël. Donc on ne peut pas isoler, si vous voulez, la lecture que font les milieux politico-médiatiques occidentaux aujourd'hui du conflit actuel de ses origines mêmes. L'origine du conflit, elle est liée à ce que j'ai appelé dans un de mes livres le transfert de dette, c'est-à-dire le fait que l'Occident ait transféré au Proche-Orient, qui n'avait rien demandé, le poids de la dette contractée à l'égard du peuple juif par la Shoah. Nous avons rendu les Arabes responsables de ce que nous avons fait. Et nous n'arrivons pas à sortir de ce complexe. Nous n'arrivons pas à sortir de cette situation qui, d'une certaine manière, est ubuesque, puisqu'en réalité, ceux que nous devrions défendre, puisqu'ils sont victimes d'une situation que nous avons créée, nous les culpabilisons à leur tour. Nous en faisons en réalité les bourreaux au nom de la réparation due à ceux qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été effectivement les victimes. Elle est là, à mon avis, l'origine presque psychanalytique du problème et de l'incapacité des Occidentaux à avoir à l'égard de ce conflit la même objectivité qu'ils peuvent avoir à l'égard d'autres conflits. Le rapport de force, il est évidemment extrêmement disproportionné. Il est à l'avantage d'un État moderne qui dispose d'une armée utilisant les ressources les plus brillante de la technologie moderne, qui est capable effectivement, en utilisant les satellites, les drones de combat, l'aviation, de pulvériser n'importe quelle cible dans la minuscule bande de Gaza qui se défend comme elle peut. Donc il y a une disproportion colossale entre les deux belligérants. Or, malgré cette disproportion, ce qui est frappant, c'est de voir qu'Israël ne parvient pas à réduire la résistance palestinienne. Le Hamas a lancé 800 roquettes sur le sol israélien, y compris sur Tel Aviv, franchissant un cap symbolique que la résistance palestinienne, à ma connaissance, n'avait jamais franchi, pas en tout cas à ce niveau-là. Donc, le rapport de force militaire est en faveur d'Israël, mais ce n'est pas un rapport de force militaire qui lui permet aujourd'hui d'écraser la résistance. Donc, il y a, et ça sera intéressant de voir comment dans les années qui viennent les choses évoluent, une progressive évolution du rapport de force, dont, encore une fois, c'est ce que j'appelle moi le paradigme du Hezbollah. La guerre qui a sévi en juillet-août 2006 entre Israël et le Hezbollah a montré l'exemple. En fait, le Hamas s'est mis à bonne école. Il a une stratégie qui, sur le plan militaire, comprend deux volets. D'abord, l'enterrement de tout son dispositif. Quand même plus facile de se défendre contre l'aviation quand vous êtes au sous-sol. Ça, c'est plutôt le modèle vietnamien, qui a été, le Viet Cong a gagné la guerre du Vietnam comme ça, en s'enterrant. Le Hezbollah a gagné la guerre face à Israël en 2006 de la même manière. Le Hamas a fait pareil. Et puis le deuxième volet, c'est effectivement la capacité de projection balistique, qui est celle aujourd'hui de cette organisation, qui crée non pas un rapport de force militaire, puisque ces roquettes ne font quasiment aucun mort, n'ont fait aucun mort à ce jour, et quelques blessés, et n'ont aucun impact militaire, mais qui crée sur le plan psychologique une situation qui n'est pas tenable pour Israël. Parce qu'aucun gouvernement israélien ne peut se présenter devant son opinion en disant « je ne suis pas capable de vous défendre ». Alors, tout ça est extrêmement périlleux pour tout le monde. Mais de quels moyens dispose la résistance palestinienne aujourd'hui pour faire pièce à l'énorme machine de guerre israélienne ? Le problème, c'est que cette proposition égyptienne est une proposition nue, en quelque sorte, indigente, puisqu'en fait, elle dit simplement aux belligérants, écoutez, cessez le combat, et on en reste là. Or, c'est absolument inacceptable pour le Hamas, puisqu'en réalité, la situation qui prévaut depuis 2006 et qui est à l'origine du conflit actuel ne peut pas durer indéfiniment. On ne peut pas laisser 1 700 000 Palestiniens, dont la majorité sont des réfugiés, chassés de Cisjordanie par le colonisateur, dans cette espèce d'immense prison à ciel ouvert qui est devenue Gaza. Ce n'est pas possible. Donc aucune organisation palestinienne ne peut accepter le statu quo. C'est le sens du refus opposé par le Hamas à la proposition égyptienne de cessez-le-feu. Au fond, ils disent vous ne pouvez pas vous contenter de nous proposer de revenir au statu quo ante. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle le Hamas d'ailleurs demande la libération des prisonniers qui ont été à nouveau enfermés dans les geôles israéliennes après l'affaire des du triple meurtre perpétré en Israël. Et c'est aussi la raison pour laquelle le Hamas demande la fin du blocus. Tout le problème est là. Est-ce qu'on va continuer, une fois que le cessez-le-feu, qui aura bien lieu un jour, se sera produit, à perpétuer une situation qui est sur le plan humanitaire absolument insupportable,
absolument intenable sur le plan politique et qui ne peut, sur le plan militaire, que provoquer de nouveaux affrontements. Le Hamas propose qu'on y mette fin. Israël ne veut pas. C'est ça le fond du problème, c'est le blocus. Écoutez, moi je ne suis pas capable de sonder les intentions de la présidence égyptienne actuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont proposé de le faire dans le cadre d'un cessez-le-feu. Mais dans le passé, les Égyptiens l'avaient également proposé. On sait très bien qu'il n'y a pas d'amorce de solution à ce problème tant que, effectivement, la bande de Gaza ne voit pas se desserrer l'étreinte mortifère qu'elle subit depuis 2006. Et l'ouverture du poste frontière de Rafah avec l'Égypte est une des données du problème, évidemment.